C'est à toi. D'accord, c'est bon, on peut y aller. On va faire une entrée comme... Ça va. Ça marche. Ouais, on va faire une entrée comme au théâtre. Vous êtes toujours là? Oui. Vous n'êtes pas partis? Non. Je m'appelle Hélène, et oula, c'est très très fort, non? Non, ça va? Ça va. Bon, très bien. Mais tu peux demander à Thierry à baisser. Non, mais ça va, si pour vous ça va, pour moi ça va. Donc je m'appelle Hélène, et je suis comédienne. Je suis metteur en scène, je suis auteurice, je suis marionnettiste, je suis chanteuse, je suis clown, je suis chargée de diffusion, porteuse de projets, je suis chargée de communication, je suis un petit peu administratrice, assistante comptable, web bidouilleuse, rédactrice de projet. Je sais, il ne faut pas dire ça ici, mais tant pis. Je suis quoi? Je suis flic, je suis cantinière, je suis technicienne de surface. Je suis assistante maternelle et paternelle. Je suis cantinière, je l'ai déjà dit. Je suis quoi? Je suis taxi. Je suis... ici, pendant le confinement, j'étais auxiliaire pédagogique à domicile. Et depuis peu, je suis spéléologue amateur. Wow. Oui, parce que je m'intéresse à un gouffre, à un trou légendaire, qui est le trou de la Sécu. Mais ça, c'est pas venu par hasard. C'est venu grâce à quelqu'un qui est très important pour moi, un vieil ami, qui s'appelle Paul, qui m'a suivi, oui, je l'ai rencontré à la sortie de mon école de théâtre. Bon, Paul, il connaît tout le monde dans le milieu, c'est un tout petit milieu, en plus c'est un milieu parisien, donc c'est vraiment la merde. Voilà, et donc forcément, de fil en aiguille, j'ai rencontré Paul, et on ne s'est plus quitté depuis maintenant, j'ose même pas dire combien d'années. Alors Paul, je lui dis absolument tout, il sait tout de moi, je lui dis ce que je fais, avec qui je travaille, avec quelle équipe j'aimerais tellement travailler, à quel projet je pense, je lui dis quelle formation je fais, quel stage, des fois il me donne des petites consignes, des petits tuyaux, et puis je lui dis aussi des choses beaucoup plus personnelles, voilà, ma santé, mes projets de famille, ma famille, enfin tout quoi. Et mon Paul, il est très très pris. Donc en fait, on avait mis en place, je crois que c'était à peu près en 2008, un petit rituel, je l'appelais tous les mois, comme ça on était sûr et il pouvait continuer à me soutenir comme ça et à m'encourager. Et d'ailleurs ça avait posé des petits problèmes, enfin ça avait commencé à poser même une petite jalousie avec mon compagnon Julien, parce qu'en fait j'avais un agenda électronique, et en 2008 avec Julien on essayait d'avoir un enfant, et ça venait pas. Et du coup, dans mon agenda électronique, j'avais une alerte appelée Paul et une alerte pour la date de mes règles, parce qu'en fait j'ai des règles assez irrégulières, et du coup, pour savoir à peu près quand allait arriver ma date d'ovulation. Parce que pour l'ovulation, ça va? Non, parce que, en fait, dans le cycle féminin, bon, qu'il soit régulier ou pas, enfin, ça ne change pas grand-chose. On a une poche là, qui s'appelle l'utérus, et il y a une petite muqueuse qui se développe comme ça dans l'utérus. Et en fait, tous les mois, on a une poche à œufs, hein, les ovaires, quoi, et on a un ovule qui descend. D'ailleurs, on dit un ovule, c'est bizarre, une ovule, on va dire une ovule quand même. Bon, moi, je vais dire une ovule, on a une ovule qui descend, et si elle n'est pas fécondée, en fait, juste elle est évacuée gentiment, merci, au revoir, au mois prochain, quoi, puis ça coule et c'est les règles. Et c'est ce petit moment où on a donc l'ovule qui est prête. C'est une toute petite fenêtre de tir, si je puis me permettre, qui dure
5 jours si on s'y est pris un peu à l'avance et que le spermatozoïde reste ici en attendant, ouh, t'arrives. C'est vraiment, donc il vaut mieux être en présence, sinon pour les enfants ça marche pas en fait. Et donc voilà, donc j'avais mis mon petit mémo, appelez Paul, appelez Julien, enfin ovulation. C'est pas très bien passé. Et bon, bref, la vie passe, voilà, donc je m'aguerris un peu dans mon métier de comédienne. Je monte ma compagnie avec Clémence et Céline, deux collègues, la compagnie Miette de Margoula. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que c'est l'objet d'un spectacle qui dure 1 heure, donc sinon on s'en sort pas. Et voilà, puis je continue parallèlement à jouer avec d'autres compagnies. On a un enfant avec Julien, puis 2 enfants, et un jour, je reçois une lettre de Paul. Et c'est totalement inhabituel, parce que d'habitude on s'appelle. Et c'est cette lettre-là qui m'a donné le goût pour la spéléologie. Je ne l'avais pas par cœur. Alors c'était en juin 2013. Voilà ce que Paul me dit. Ma chère Hélène, mon amie depuis plus de 15 ans, je t'écris cette lettre car je suis sans voix tant ma douleur est grande. Depuis toutes ces années, j'ai cru à notre complicité et à cette belle confiance que nous avions tissée. Et je découvre aujourd'hui ton ignoble duplicité. Sous couvert de rigueur et de loyauté, tu profites éhontément du système, comme tous ces parasites sans scrupules qui vivent au crochet de la société. Quelle honte, quelle trahison! Est-il possible que toutes ces années, tu aies fait absolument semblant de travailler, semblant d'être salarié, semblant d'être subordonné? Mais quelle indignité! Et quel mépris pour les travailleurs, les vrais! J'espère sans grande illusion que tu sauras me détromper, mais toutes les preuves t'accablent. Il semble clair que personne ne te dicte ce que tu dois faire, comment, quand et pourquoi tu dois le faire. Pire, personne ne te contrôle ni ne te sanctionne. Si tu n'es pas en capacité de prouver ton lien de subordination avec ton employeur, je me verrai dans l'obligation de couper court à notre relation et je peux t'assurer que jamais plus tu ne toucheras tes allocations chômage, que tu devras rembourser en intégralité pour combler le trou de la Sécu que tu as largement contribué à creuser. Je te souhaite bien du courage, le cœur brisé, ton ami Pôle emploi. Donc voilà comment le goût de la spéléologie m'est venu. J'ai dit juin 2013, je reçois une lettre de Pôle emploi qui me demande donc de prouver mon lien de subordination juridique. Cette lettre, c'est une étude mandataire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, c'est une démarche antifraude. Donc, dans lequel je dois prouver que je suis une vraie salariée et donc que j'ai bien un lien de subordination juridique avec mes employeurs. Subordination juridique, ça va pour tout le monde? Moi, bon, au début, je n'ai rien compris non plus. Il y a beaucoup de salariés dans la salle? Non? Aucun? Si, quelques-uns quand même. Alors, la subordination juridique, pour la faire un peu court, c'est ce qui caractérise le contrat de travail d'un salarié. C'est-à-dire qu'en contrepartie d'un salaire, vous signez, vous vous engagez à accepter qu'on vous dicte ce que vous devez faire, c'est-à-dire les tâches que vous devez exécuter, les horaires et les lieux je ne sais pas le français, les horaires et les lieux donc, pour les exécuter, voilà. Et évidemment les échéances, et qu'en contrepartie, vous acceptez également qu'on contrôle l'exécution et la bonne exécution de ces tâches, et vous donnez le pouvoir d'être sanctionné pour l'éventuelle mauvaise exécution de ces tâches. Ça va, c'est clair? Bon, c'est le lien de subordination juridique. Voilà, donc on me dit, prouve-moi ça, parce que, en attendant, enfin pas parce que, en attendant que tu nous prouves ça, on te coupe tes revenus.
Accélération. Merci. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, j'ai 15 ans de ma vie, à ce moment-là, qui est balayée d'un revers de main. 15 ans de ma vie qui est remis en question, qui est même plus que remis en question, qui est mise en doute. On me dit tout ce que tu as fait pendant 15 ans, ça vaut rien. Tu ne vaux rien. Non seulement tu vaux rien, en plus tu coûtes. Et comme tu coûtes, tu vas payer. Et moi, c'est l'électrochoc, je suis en blocage, j'ai une espèce de camisole administrative sur le cerveau, comme ça. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel chagrin me saisit, quel tourment me dévore. Oh, rage! Oh, désespoir! Oh, vieillesse ennemie! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Être ou ne pas être? Telle est la question. Est-il plus noble pour l'esprit de souffrir les coups et les flèches d'une injurieuse fortune, ou bien de s'armer contre une mer de tourments et en les affrontant, y mettre fin? J'ai pris la deuxième option. J'ai décidé de les affronter, enfin en tous les cas de tenter d'y mettre fin. Je comprenais pas grand-chose, enfin je comprenais même assez rien. Mais ce que je comprenais, c'est que moi, Hélène Victor, vous connaissiez mon nom avant? Non, pas du tout dans les grandes têtes d'affiche, dans le showbiz, la grande scène nationale, plus personne, moi, vraiment personne, quoi. Mais moi, Hélène Victor, tout d'un coup j'avais un nom, qui évolue dans des réseaux de production, de la production du théâtre qui sont vraiment, qu'on peut appeler très artisanaux, avec les petites compagnies de théâtre, lutte complètement non marchand, je pense qu'on n'a rien compris dans ce réseau de petites compagnies de théâtre. Moi et tous les autres comme moi, les intermittents du spectacle, on est un problème. On est ces travailleurs qui font absolument rien comme les autres. En plus, ils aiment leur métier. C'est qu'est-ce que... Voilà, on a tendance à travailler sans compter, complètement taré. On est assez autonome. On décide quand même pas mal, enfin un peu ce qu'on veut, quoi. En plus, on se mobilise, on défend nos droits. On a totalement conscience qu'on a un secteur d'activité qui est vachement plus lourd que le secteur automobile. Hein. Ça pèse vachement plus lourd dans la balance économique. Ça nous a permis de mettre en stand-by Avignon en 2003. Hein. Et on est ces travailleurs qui sommes absolument systématiquement accusés d'être des privilégiés, des fraudeurs, des gros glandeurs. Et on nous accuse donc de creuser le trou de la sécurité sociale. Bon, et ben en fait je me suis improvisé une petite tenue de spéléologue, et puis j'ai décidé d'aller explorer le trou de la sécu. Donc voilà, là je vous propose d'aller faire un petit tour dans les dédales de la sécurité sociale, les dédales de la protection sociale de la France, dont l'intermittence du spectacle est un modèle spécifique. Et ce dédale qui est absolument pilonné, enfin c'est pas le dédale, hein, c'est la sécurité sociale et la protection sociale, qui est absolument pilonné en permanence, de manière totalement méthodique et volontaire, par les politiques néolibérales, capitalistes. Alors la protection sociale, donc c'est un truc assez simple, hein, c'est donner les moyens d'exister, donner les moyens même d'existence, plutôt plus que d'exister, aux personnes qui sont privées d'emploi, pour des raisons plus ou moins involontaires, comme la santé, la famille, retraite, chômage, accident du travail, maternité. Voilà. Et donc ça vous a peut-être pas échappé, je suis une femme. Enfin, sinon je vous le dis. Je suis donc une femme, je suis mère, je suis comédienne, donc je suis
très concernés par la protection sociale, dont un des risques, notamment les plus communs pour une femme, est de peut-être un jour avoir un congé, enfin en tout cas un enfant. Voilà, vous êtes prêts pour un peu de spéléologie? Oui. Bon ben on y va alors. Moi ça a commencé... Oui alors non, attendez, juste qu'on précise. Ne cherchez pas le trou de la sécu sur une carte, vous ne le trouverez pas. Du coup, je ne savais pas trop par où entrer dans le trou de la sécu. Il n'y a pas de contrepétrie. Du coup, moi j'ai été vers ce que je connais, c'est-à-dire la CPAM de mon quartier, l'assurance maladie. Et je me suis dit, bon, ils vont pouvoir m'enseigner, enfin, comment commencer un petit peu modestement. Voilà, donc j'ai été dans la CPAM de mon quartier, j'ai pris mon petit ticket, en tenue de spéléologue, et j'ai attendu mon tour, tranquillement. Cette CPAM-là, je la connaissais bien, parce qu'en 2008, on a fini par avoir un enfant, enfin, j'ai fini par tomber enceinte plus exactement. Et donc, c'est là que j'étais venue pour mon congé maternité. J'étais avec ma petite feuille signée par ma doctoresse, comme quoi ça y est, j'étais enceinte, toute contente, toute fébrile, un petit peu tout est nouveau, en plus on ne comprend rien. Et donc j'étais avec ma petite feuille à la CPAM en 2008. D'ailleurs, je me posais des questions, parce que je me disais, tiens, c'est marrant, c'est l'assurance maladie, pour le congé maternité, c'est pas une maladie. Je me suis dit, bon, de toute façon, à force de dire qu'on tombe enceinte comme on tombe malade, il a dû y avoir une confusion. Ça, c'est moi. C'est moi un peu plus bas. Au suivant. Bonjour, donc voilà, tenez le papier. C'est mon premier, donc je viens pour mon congé maternité. Ah oui, c'est votre premier, d'accord. Alors, pour un congé maternité, c'est 16 semaines de congé dont, que je ne vous dise pas de bêtises parce que mon cerveau n'est pas tout à fait branché. Oui, c'est ça. 8 obligatoires, 2 avant le terme et 6 après. Ah. D'accord. Et sinon, pour les indemnités, comment ça se passe? Ça dépend si vous réunissez les conditions, madame. Les conditions parce qu'il y a des conditions. Ben oui. Il faut avoir travaillé 800 heures sur les 12 mois qui précèdent votre congé. 800 heures? Mais attendez, moi je suis intermittente du spectacle, comment dire, j'ai déjà du mal à faire mes 507 heures en 12 mois, alors 800 heures... Attendez, j'ai mon ventre qui se... Ah, vous êtes intermittent du spectacle. Alors attendez, laissez-moi regarder, parce que j'ai pas encore été formée, avec vous on ne comprend jamais rien. Attendez, je reviens tout de suite. Non, intérimaire, non. Ah, intermittente du spectacle. Ah oui. Donc pour les intermittents du spectacle, c'est 200 heures sur 3 mois avant votre congé. Mais comment ça, avant mon congé? Mais avant mon congé, je vais avoir un bide comme ça. Qui est-ce qui va m'employer avant mon congé? Puis moi, je suis dans l'emploi discontinu. C'est hyper rare qu'on fasse 200 heures sur 3 mois. Dans ce cas-ci... Ah, si, il suffit de remonter à votre date de fécondation. Ma date de fécondation? Mais non, attendez, c'est une blague. C'est hyper gênant en même temps. Non, c'est une blague. Ça ne peut pas dépendre de ma date de fécondation. Vous savez, des fois, on a déjà du mal à savoir qui on l'a fait, cet enfant, alors Bon, écoutez, madame, c'est ça ou rien, article R 313.3 et 313.7 du Code de la Sécurité sociale. Au suivant! Autant vous dire que ma bulle de guimauve de jeune femme enceinte a un peu explosé en vol. Donc là, je découvre qu'en France, le congé maternité, c'est obligatoire
mais pas obligatoirement indemnisé, même quand tu es salarié. Non, parce que moi j'avais travaillé quand même plus de 507 heures sur 12 mois, donc les 200 heures, je les avais largement. Mais j'avais pas fait 507 heures. Non, pardon, n'importe quoi. Vous arrivez à me suivre? J'avais pas fait 200 heures, pardon, de manière continue. L'emploi discontinu, c'est juste impossible, ou très rare. Et surtout, à une date fixe, mais que tu peux pas anticiper. Et là, je réalise qu'en fait, en France, la société, c'est organisé socialement comme ça, considère qu'une femme qui devient mère, enfin en tout cas la met dans une situation de dépendance économique, immédiatement. Bah oui, si tu n'as plus de salaire parce que tu ne peux plus travailler, tu n'as plus ton chômage quand ça te fait vivre, tu n'as pas d'indemnité maladie, et en plus de ça, pour nous qui sommes des mamans intermittentes, c'est-à-dire des maternitantes, en plus de ça, ton congé maternité, comme il n'est pas indemnisé, il ne va pas compter pour réouvrir tes droits au chômage, et il ne va pas compter non plus pour ta retraite, puisqu'il n'existe pas en fait. C'est la punition totale, quoi. Et il y a un truc bizarre. C'est-à-dire qu'en gros, si madame est seule, bah, elle est grave dans la merde déjà. Et il y a une sorte de bannissement social où on sent tout d'un coup le vieux Roland de 1804 du Code civil de Napoléon qui disait « Les filles mères n'ont aucun droit ». Bah oui, elles ont procréé en dehors du mariage, en dehors de la subordination maritale. Elles n'ont aucun droit. C'est le bannissement social des filles mères. Puis si madame n'est pas seule, bah, il se passe un petit truc vicieux, c'est que madame va se retrouver femme au foyer en fait. Bah oui, elle va se retrouver à faire le travail domestique, familial, de toute façon elle ne peut pas les bosser, et puis après c'est le cercle vicieux parce que c'est monsieur qui va lui devoir aller à la chasse, chasser le mammouth parce qu'il faut qu'il nourrisse sa femme et ses gosses. Et tout d'un coup, on est dans une espèce d'organisation patriarcale qui, on a l'impression qu'il date du 19e siècle, obligatoire, organisée socialement. Vous pouvez être pro-féministe, tout ce que vous voulez avant, vous ne pouvez pas lutter en fait dans cette situation. Vous allez dire oui, mais quand même, les pères, ils ont le congé paternité. Le congé paternité. Alors le congé paternité, le congé paternité, alors celui-là, il dure 11 jours. Autant vous dire que ça ne change rien à la situation. En plus, il est facultatif. Et en plus, tous les pères ne peuvent pas le prendre. Ah bon? Alors, 70% des pères prennent leur congé paternité. Waouh! C'est pas mal, non, c'est vrai, c'est pas mal. Mais à l'intérieur de ça, ça va dépendre de sa situation économique au père, en vrai. Parce que s'il est fonctionnaire ou en CDI, là, il y a 88% des pères qui prennent le congé maternité, ils peuvent se le permettre. Puis quand ils sont en CDD, ça retombe à 49%. Puis alors s'ils sont intérimaires, chômeurs, en emploi court ou je ne sais quoi, ça tombe à 13%. Ta parentalité, il faut que tu te la payes. Alors, c'est un combat qui n'est pas fini du tout. Il y a plein de propositions de loi qui tombent en permanence pour rendre le congé parentalité pour le père et pour la mère de la même durée, obligatoire, indemnisé. Il y en a un qui a été déposé là en 2019, juste avant, qui devait être envisagé, enfin regardé en février, je crois. Donc évidemment, avec le Covid, c'était même pas la peine. De toute façon, c'était une proposition de loi. Et dans l'intro de cette loi, ils expliquent bien, ils disent, mais en fait, ça serait un pas très concret vers l'égalité homme-femme déjà, vers l'égalité parentale, père-mère, mère-mère, père-père, en fonction de la cellule familiale. Et puis ça serait aussi un très grand pas contre les discriminations faites aux femmes à l'emploi, à l'embauche et à la carrière.
carrière professionnelle. Mais bon, ça, rassurez-vous tout de suite, notre cher président Emmanuel Macron, en 2018, quand il y a eu le grand débat au niveau de l'Union européenne, il a dit un truc du style ah oui, j'adhère complètement au principe, mais ça va coûter beaucoup trop cher. Vous imaginez un congé obligatoire pour les deux, de même durée, et indemnisé, c'est un gouffre. Et il nous a balayé ça du revers de la main, alors que les Espagnols, eux, ça y est, là, depuis 2018, ils l'ont mis en place. Il y a pas mal de pays du Nord, où ça fait déjà un moment qu'ils l'ont mis en place aussi. Bon, il y en a qui n'ont encore pas mis en place, ça n'existe même pas. Mais... Bref. Donc, je reprends ça. J'étais dans toutes les réminiscences de ma prise de conscience de l'organisation patriarcale de la famille, de l'assignation genrée des rôles parentales. Quand j'ai mon conseiller, 2013, qui me reçoit. Donc je lui explique, je dis voilà, je suis accusée de creuser le trou de la sécu, donc je voudrais aller explorer ça, j'ai vraiment hâte. Et il me dit le trou de la sécu, non mais nous on ne s'occupe pas du tout de ça, enfin, le trou de la sécu c'est pas ici. Je dis bah oui mais justement c'est où? Elle me dit bah c'est à la DSS. Je lui dis quoi la DSS? Vous savez ce que c'est la DSS? Non. C'est la direction de la sécurité sociale. Elle me dit la DSS c'est au ministère du Travail. Il faut que vous alliez dans les beaux quartiers, dans le 8e, à côté de l'école militaire, là-bas. Bon, bah, moi, je suis parisienne, c'est facile pour moi. Donc, j'y vais. Je ne sais plus si j'y suis allée à pied, en vélo ou en métro. Bref, j'y vais. Et j'arrive devant le ministère du Travail. Magnifique bâtiment. Je pense qu'il est tout neuf. C'est un boulot d'architecte fantastique. Un énorme bâtiment. Quand on rentre, il y a un hall avec une verrière, c'est haut sous plafond. Tout est nickel. Et il n'y a pas l'ombre d'un trou, donc je me suis dit, ça ne va pas être là. Du coup, j'ai commencé un peu naïvement à chercher dans le quartier. Je me suis dit, bon, un truc pareil, il doit y avoir, je sais pas, un chantier, enfin, ça ne peut pas passer inaperçu. J'ai demandé dans le quartier, bonjour, vous avez entendu parler du trou de la sécu? Ah oui, le trou de la sécu, vous pouvez me dire où il est? Ah, bah non, ça, non, c'est pas du tout, non. D'accord, bon, bref, j'ai absolument rien trouvé. Enfin, non, c'est pas tout à fait vrai. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé quelque chose sur Internet. Attendez. Je suis allée sur Internet. J'ai trouvé ça. Un tableau que j'ai trouvé dans la loi 2018-32 du 22 janvier 2018, qui est dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. C'est sur le site legifrance.gouv. Je vous donne la référence si vous voulez. Et donc, ce tableau présente la balance de la caisse chômage. La balance, ça veut dire en gros, il compte qu'est-ce qui rentre dans la caisse chômage, qu'est-ce qui sort, combien il reste. Est-ce que c'est déficitaire ou est-ce que c'est bénéficiaire? Alors, ce petit tableau, il nous dit que en 2018, c'est bénéficiaire de 12,5 milliards d'euros. En 2019, ça allait être bénéficiaire de 19,9 milliards d'euros. En 2020, 20,3 milliards d'euros. 2021, 20,9 milliards d'euros. 2022, 21,7 milliards d'euros. Plus 21,7 milliards d'euros. Putain, c'est pas un trou, c'est une montagne. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule, une montagne de pognon, quoi. Ah, enfin, si, il y avait quand même, je vous ai pas lu, mais il y a une petite ligne en bas qui dit en gros qu'il y a quand même 20 milliards qui vont être ponctionnés par l'État pour financer la dette publique. Mais bon, il reste quand même plus d'1 milliard. On peut dire qu'il n'y a pas trop, il n'y a pas trop, il n'y a pas trop du tout. Pas trop de première classe, pas trop de seconde classe. Et il n'y a pas trop, il n'y a pas trop, il n'y a pas trop du tout, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout, pas trop du tout. Donc le trou de la sécu, c'est un gros fake. C'est un gros fake, mais on reste un peu sidéré, hein, parce que la sécu sans le trou de la sécu dans les imaginaires, dans tous nos imaginaires, c'est même plus la sécu en fait. C'est grave. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on a commencé à parler du trou de la sécu?
À peu près 80. 80 80 71. 46. 47. Et, oui. Et qui est-ce qui crie au trou de la sécu? Le MEDEF. Bon, à l'époque, c'est pas le MEDEF, mais le patronat. En fait, la sécurité sociale, quand elle est créée en 1945, c'est une caisse unique, gérée et autogérée par une majorité de travailleurs, 75% d'élus, qui fonctionne donc sur la cotisation sociale. Qu'as-tu donc dans mon chapeau? Alors, attendez, hop. Parce que alors, les chiffres, les articles de loi, tout ça. Et elle est définie donc comme ça dans l'ordonnance des 4 et 19 octobre 1945. La cotisation sociale est un prélèvement sur la richesse créée par le travail dans l'entreprise qui n'est affecté ni au salaire ni au profit. Qui n'est affecté ni au salaire ni au profit. En fait, ça veut dire ça. Il y a toutes les entreprises qui font leur production, donc ça crée de la richesse. Bon, il y a eu 100 ans de lutte pour concéder une partie pour les salaires et une partie pour la cotisation sociale. Et donc, là, qu'est-ce qu'il reste? Un trou dans le profit des propriétaires lucratifs des moyens de production. Ah, il est là le trou. Bah oui, parce que les propriétaires lucratifs, donc lucratifs, ça veut dire qu'ils font du bénéfice, qu'ils font du profit privé des moyens de production, donc des usines, considèrent que tout ce qui est produit dans leur usine par les travailleurs leur appartient. Donc évidemment, tout ce qu'on prend, c'est un trou. Vous voyez la logique? Donc là, forcément, le salaire plus la cotisation sociale, c'est-à-dire en gros le coût du travail, la redistribution des richesses produites par le travail, ça ne leur a pas plu du tout. Plaisante histoire. Elle a bonne dupe comme ce vieillard. Je ne sais si c'est parce que je suis intéressée dans l'histoire, mais je n'ai jamais rien entendu de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père. Pour en attraper de l'argent. Sauf que bon, forcément, dans la vraie vie, on a beaucoup moins rigolé. Parce qu'en fait, le patronat s'est réveillé tout de suite, il a serré direct la ceinture à la sécu. C'est-à-dire qu'il a évidemment stoppé les salaires, gelé les cotisations sociales. L'État s'est dit « Ah, une caisse pleine de pognon! Parfait, parfait, on va reprendre la gestion des caisses. Ok, on allège les cotisations, nous on va compenser, sauf qu'en fait on va pas vraiment les compenser, mais bon, on s'entend entre nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Bon, puis voilà, petit à petit, ils ont poussé la sécurité sociale sur les marchés financiers et la sécurité sociale est entrée dans la spirale du système dette capitaliste. Donc, le trou de la sécu, en fait, c'est un sabotage en bonne et due forme de l'idéologie capitaliste, parce que c'est une institution non capitaliste au sein d'un État capitaliste. Bien. Alors, à défaut de creuser le trou de la sécu, on est en panne de spéléologie, là. J'ai quand même décidé de creuser la question. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, donc ça j'ai compris. Mais par contre, du coup, les intermittents du spectacle, là-dedans, c'est quoi le problème, quoi, en fait? On est vraiment... vous savez combien on est, à peu près? On est 170 000, un peu à la louche, intermittents du spectacle indemnisés. Ça représente 5% des chômeurs indemnisés, 0,4% de la population active. On est un peu personne quand même, hein. Donc, qu'est-ce qu'on parle de nous, quoi?
Qu'est-ce qu'on parle de nous? Puis comment on parle de nous? Donc voilà, donc je vous propose de continuer ce petit voyage en protection sociale pour parler de ça. Donc les intermittents du spectacle, qui est un modèle de protection sociale, qui est pour les travailleurs du secteur du spectacle, de l'audiovisuel et du cinéma, des travailleurs qui sont peu ou pas subordonnés, qui ont une relative liberté dans leur choix de production et qui ont une sécurité économique garantie pour 1 an renouvelable. Et ça, forcément, c'est un gros caillou dans la chaussure du système emploi-chômage capitaliste. En fait, je me dis que là, on va passer 1h30 ensemble en tout. On a déjà un petit moment qui est passé, ne vous inquiétez pas. Et je me dis, ça, en fait, pour moi, c'est très symbolique parce que 1h30, c'est le temps qu'a duré mon 2e accouchement. On m'avait dit que ça irait beaucoup plus vite, mais là, ça allait tellement vite qu'en fait, j'ai accouché à la maison et c'était pas du tout prévu. J'espère que je ne vais pas vous faire peur, madame. J'étais à peu près à 1 semaine du terme. Et Julien, donc on a commencé à connaître, c'est mon compagnon, il avait un rendez-vous professionnel, non pas du tout professionnel, n'importe quoi, médical, parce qu'il a un souci, donc il devait voir un super ponte de je sais plus quoi, donc c'était un rendez-vous qui était pris depuis très longtemps. Et je commence à avoir des contractions. Je me dis, ça va, j'y vais pas, j'en ai au moins pour 1 demi-heure pour y aller. Non, c'est bon, ça va arriver plus vite, mais j'en ai minimum pour 4 heures. Donc il part, il claque la porte, et là, blaf, blaf. Je dis, ah merde! Non mais, moi j'étais tranquille sur mon coussin jaune avec ma petite tisane de framboisier, à faire des respirations de yoga, je me disais, oh, j'ai le temps. Et en fait, pas du tout. Tout de suite, les contractions se sont activées et étaient espacées d'à peine 3 minutes. Quand on fait les formations, enfin les préparations à la naissance avec les sages-femmes, elles vous expliquent. En fait, quand les contractions commencent, si elles sont espacées de moins de 3 minutes, ça veut dire que le travail commence. Le travail d'accouchement. C'est marrant qu'on dise ça, on appelle ça le travail. Le travail des femmes, c'est l'accouchement. Bref, donc je sens les contractions qui commencent et qui commencent à s'intensifier immédiatement. Donc là, assez rapidement, je laisse ma framboise au tisanier. Je vais, je ne sais pas pourquoi, fermer la porte de la cour. J'habite au rez-de-chaussée, je vais sur une cour pour pouvoir gueuler au milieu de mon salon. Je convoquais les forces telluriques, j'ai une voix d'outre-tombe, comme ça, et tout d'un coup, un aquarium qui m'explose entre les jambes. J'ai encore cette espèce d'hallucination sonore d'entendre, vous savez, les énormes aquariums ronds, on met des poissons rouges normalement, qui m'explose entre les jambes. Et là, déluge dans mon salon. Je préfère pas vous dire ce qu'il y a par terre. Et tout d'un coup, Faya! Et là, je me mets à hurler, mais plutôt comme un cochon qu'on égorge. Une douleur, mais lancinante, qui me traverse la jambe, des espèces de décharges électriques. Donc faut imaginer plutôt comme ça. Je rampe, je glisse sur tout ce qui est par terre, je monte sur mon canapé. Il y a une verrière chez moi, bon, elle est opaque. Je hurle et je dis, ok, bon, bah, dans la vie on peut mourir, bah, c'est fini pour toi, ma fille, tu vas crever. Et puis ça se calme. J'ai la jambe paralysée, pas pratique du tout. Et tout d'un coup, je sens ça tête. Bon, entre-temps, j'avais
quand même eu la présence d'esprit de rappeler Julien, en disant je crois qu'il faut que tu rentres. Mais non, je viens d'arriver là, j'ai pas encore vu ce que c'est. Non, il faut vraiment que tu rentres. Et donc là, j'ai les contractions réflexes qui commencent. Ça veut dire que le col de l'utérus, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, est ouvert, donc le bébé peut passer. Et donc le corps est en train d'expulser l'enfant. Moi, dans ma tête de femme qui est en train d'accoucher, gonflée d'hormones, shootée aux hormones, je me dis, ah non, c'est pas possible ça. C'est pas possible, il faut que Julien soit là. Donc, je commence à saboter mon travail. Dès qu'il y avait une contraction, je me fais la fume. Donnez-moi le plus possible. Contraction. J'avais une petite pensée dans ma tête pour les ouvriers qui sabotent les cadences des machines pour les faire redescendre. Je dis, ah, c'est ça le sabotage. J'ai aussi une petite pensée pour les gens qui sont dans des squats ou qui sont en manif et qui se font évacuer par les forces de l'ordre, qui se font le plus haut possible pour que ce soit le plus difficile possible. C'est vachement plus difficile de sortir un corps mou qu'un corps qui résiste et qui vous donne prise. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, je savais que j'allais pas pouvoir tenir longtemps, hein, parce que... C'est exactement, j'ai mis comme ça sur mon canapé. Et, pour la petite histoire, à ce moment-là, j'entends la clé dans la porte. Et donc, c'est Julien. Et je le sais tout de suite, la manière de mettre la clé dans la porte, c'est Julien. Et du coup, je lui hurle. Donc il arrive et déjà il voit le champ de bataille à Julien. Julien, dépêche-toi, elle arrive, prends le ciseau, coupe ma culotte. Ça fait beau jour de la vie d'une femme. En fait, moi, comme j'étais sur le canapé comme ça, j'avais une jambe paralysée, j'avais le ventre, mais le ventre il touche le canapé. Mais j'étais habillée. Elle peut pas l'être, je suis habillée. Du coup, j'essayais tant bien que mal d'attraper le cordon de mon truc pour qu'il descende. Quand il est arrivé, j'avais encore ma culotte. On est très concret dans ces moments-là. Bon, une poussée, deux poussées, paf. Anouk, une fille, arrive. Toute violette. Sur le canapé violette. Voilà, c'est Julien qui avait eu la présence d'esprit quand même d'appeler des secours. Et on avait une obstétricienne au téléphone. Moi j'étais encore gonflée d'hormones, hein, ça ne descend pas tout de suite, hein, c'est un bon gros shoot. Hein. J'étais là, maintenant que t'es là, tu vas vivre, hein. C'est un rôle parental instinctif qui rentre. Et l'obstétricienne nous dit, bon alors, touchez le cordon. Donc, ok, je touche le cordon. Vous sentez les battements? Ouais, on sent les battements. D'accord. Oui, parce qu'elle ne respirait pas. Hein. Vous avez compris. Et après, j'ai su après que s'il n'y avait pas eu la pulsation dans le cordon, en fait, c'était un peu foutu. Donc là, tout va bien. Enfin... Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Donc elle me dit, bon, alors, il faut la stimuler. Donc, vous lui frottez le dos, vous lui frottez sous les pieds, vous la mettez contre vous, vous l'enveloppez dans une serviette. Il ne faut pas faire tout ça en même temps. La panique, etc. Donc, on fait maladroitement, on fait ce qu'on peut, se met à respirer comme si elle avait juste oublié, en fait. Elle n'avait pas eu le temps. Elle est arrivée trop vite. Entre la première contraction et l'arrivée d'Anouk, sa naissance, son arrivée au monde, donc, il s'est passé, montre en main, 1h30. 1h30 de travail pour 9 mois de gestation et pour à peu près 2 ans de temps de maturation d'idées d'enfant, conception, tentative de concrétisation. 1h30 de travail sur 3 ans de projet enfant.
Et ces ratios-là, c'est à peu près les ratios qu'on a dans les petites compagnies quand on produit, quand on crée, quand on monte des spectacles. Quand on monte un spectacle, au début, on a une petite idée qui... On essaye déjà de la formuler. On la formule entre nous, on se la raconte, on rebondit, on la précise. Et puis on fait le travail où on cherche les financements pour accueillir ce projet. Donc on va voir, on dépend beaucoup des subventionneurs publics, donc la ville, le département, la région, l'État. On va voir aussi les salles de théâtre, les programmateurs, qui nous donnent éventuellement... Ah, c'est vrai, il faut tirer comme ça. Des coproductions, donc c'est une partie du budget qui donne pour monter la production. Et souvent avec, il y a des préachats, c'est-à-dire qu'ils s'engagent, ils achètent à l'avance pour accompagner la naissance de ce bébé-là, des dates. Voilà, donc tout ça, ça prend à peu près 2 ans pour monter une production, entre les rendez-vous, les machins, etc. Et puis ensuite, il y a la réalisation du spectacle. Donc ça s'étale grosso merdo sur 9 mois, entre le moment où on réunit une équipe, on appelle machin, t'es pas libre, toi, ceci, cela, clac, clac, clac. On organise le planning des répétitions, il faut que tout le monde soit disponible au bon moment, gna gna gna. On répète, on arrête de répéter, c'est un peu comme dans les conférences, on se dit non, c'est pas la bonne chose, on en fait ça, après on recommence, etc. Et arrive le jour J, le spectacle, qui en général dure à peu près 1h30. Voilà, et là où on sait qu'on est payé. Bon, quand la prod n'est pas trop mal montée, en moyenne, ça a été étudié ça, en moyenne c'est 4 à 5 semaines de paye de répétition. Donc on va dire à peu près 1 mois de paye, ça ne change pas tellement le ratio. Hein. Moi mon premier accouchement il a duré 14 heures, sur 3 ans c'est pareil. Hein. 1 mois de paye pour 3 ans de travail. Là, je me dis, Hélène, t'as un peu déconné quand même. Mère, ça paye pas, même ça fout dans la merde. Et comédienne, ça paye peu. Qu'allait-elle faire dans cette galère? Je dis, mais en fait, à quel moment ça paye le travail? Parce que quand on regarde, travail procréatif, nada. Travail créatif, travail domestique, travail familial, travail parental, travail scolaire, travail de recherche, travail d'analyse. Enfin, il y a tout ce qu'on nomme travail, ça ne paye pas. C'est un problème quand même. Ça me rappelle un... Je ne sais plus trop en quelle année c'était. On était dans la cuisine avec Julien, une cuisine. Et Vadim, donc notre fils aîné s'appelle Vadim, avait à peu près 5-6 ans, je crois. L'âge où, moi plus tard, je serai pompier, infirmier, je serai maîtresse, je serai conducteur de camion de poubelle, c'est trop classe, je serai policier, c'est souvent des métiers de service public. Et là, Vadim, il arrive dans la cuisine et il nous sort. Moi, plus tard, je veux jamais travailler. Julien se regarde et dit, oh, ça va être compliqué. C'était le premier en plus. Et en même temps, pourquoi? Oui, parce que le travail c'est nul, les parents ils sont jamais là, ils sont obligés de partir. Bon, forcément, il a des parents, il a une mère intermittente du spectacle qui est en tournée, qui se déplace pour ses dates nationales, des fois à l'international. Il a un papa, nous on habite à Paris, mais il a un papa qui travaille à Bordeaux, qui est musicien et enseignant au Conservatoire régional de Bordeaux, enfin jusqu'à maintenant. Donc c'est sa réalité. D'ailleurs c'est marrant parce que quand moi je pars en tournée pour mon boulot, quand je suis en déplacement, en résidence, donc les résidences c'est quelques rares fois on est 2-3 semaines dans un théâtre pour monter un spectacle. En général on rentre une journée ou 2 journées par semaine chez soi.
En général, dès que je dis que j'ai des enfants, la première question qui vient, c'est « Ah bon, mais t'en as fait quoi ?» J'ai besoin d'un père. Et la deuxième question qui vient, c'est « Ça va, c'est pas trop dur. » C'est marrant, on ne demande jamais ça aux hommes. On s'en fout, enfin je veux dire, c'est normal même. Un homme qui vient travailler, s'il a des enfants, c'est que sa femme est en train de s'en occuper, enfin je veux dire, le problème. C'est pas que dans le métier. En fait, je vous ai pas tout à fait raconté la fin de ce deuxième accouchement. On était tous les trois dans le salon, tout se passait super bien, donc Anouk respirait, on était là, moi j'avais aucune séquelle, pas de déchirure, pas de... J'ai eu aucune séquelle, contrairement au premier accouchement. Il y a eu les forceps, il y a eu les pisios, il y a eu, j'avais demandé la péridurale qui n'a pas marché, qui n'a marché que d'un côté. J'ai eu un traumatisme pendant 2 ans, j'ai pas pu m'allonger sur le dos. La sage-femme qui me disait « Madame, asseyez-vous dans votre douleur, aimez votre douleur. » Je dis « Putain !» Donc on était tous les trois et on avait quand même toujours l'obstétricienne au téléphone. Et l'obstétricienne lui dit « Ça va, oui, tout va bien, les pompiers sont là. » Non, 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 si, les pompiers sont là. Non, ils sont pas là. Si, les pompiers sont là. Non, madame, on est dans notre salon, les pompiers sont pas là. Si, ils sont à la porte, ils ont pas le code. Je dis, on va leur ouvrir. Et là, on a le protocole médical qui déboule dans le salon, l'ingérence totale. Ils nous prennent à nous, qu'ils la mettent en couveuse, ils l'emmènent. Moi, ils se mettent en tête de me faire une perfusion, c'est le protocole médical, au cas où on ne sait jamais si un jour il y avait un problème. Enfin, il y avait 0 problème, hein, ça va, je m'en sortais bien. Et la pompière qui essaye de me faire la perf me loupe 4 fois, me fait un mal de chien. Je dis, vous me faites vraiment mal. Elle fait, oh écoutez, ça va, après si vous venez de vivre. Non mais vous me faites mal, je vous dis que vous me faites mal. Oh, ça va. J'ai eu un hématome comme ça sur le bras. C'est la seule séquelle que j'ai eue de cet accouchement. Hein. Je suis pas en train de faire une quenelle. Hein. Et puis après, ils m'ont mis sur une civière. Ils m'ont saucissonné sur la civière. Puis comme la civière, elle passait pas la porte, ils m'ont foutu tête en bas. Ils m'ont mis dans le camion de pompiers, ils m'ont emmené à la maternité. Puis Julien, c'était comme un con tout seul dans le salon. Personne lui a proposé de monter nulle part, s'il voulait nous accompagner, s'il allait venir à la maternité. On s'en carre du père. Et ça, c'est la conception de la famille en France aujourd'hui. C'est pas si vieux, hein. Elle est née en 2011. C'est-à-dire que l'enfant, c'est un produit qui appartient à la société, on le prend. La mère, c'est un moule à gaufres. On vérifie juste, on leur coud un peu tout ça, si ça peut resservir. Jamais. Et puis alors le père, c'est une option. Hein. On ne sait pas ce que c'est qu'un père. Il m'a dit un jour que la vie était un conte. Il m'a dit l'amour, il n'y a que ça qui compte. Il m'a dit ma fille, tu verras, c'est très facile. Il m'a dit je t'aime et ce sera merveilleux. Tout ça c'est des bobards, des phrases à dessous qu'on vous dit dans le noir pour vous préserver de tout. Tout ça c'est des bobards, des phrases à dessous qu'on vous dit dans le noir pour vous préserver de tout. Le grand rêve promis le soir en s'endormant quand on était petit chez papa et maman. Pourquoi ça tombe pas? On va bien répondre à cette question. C'est une chanson qu'on chante dans le premier spectacle qui est démarré. Ça fait 20 ans qu'on tourne ce spectacle. Donc j'étais dans ma cuisine avec Vadine qui ne voulait jamais travailler. Et je me disais, en même temps, hein, j'ai un peu tout compris, quoi. Je suis un peu dans la merde. Qu'est-ce que je peux dire à ça? Parce qu'en plus, je me dis, ouais, lui, je lui ai donné la vie, moi. Gratos.
sa vie, après, il va devoir passer à la gagner. Attention. Oui, je ne vous ai pas dit, parce que moi je suis très joueuse, donc j'aime bien jouer sur scène, hein, mais j'aime bien aussi jouer dans la vie, aux jeux de société. Et je suis très joueuse. Et très mauvaise joueuse aussi. Et pour moi, forcément, dans l'univers du jeu, gagner, c'est que les autres, ils ont perdu. Sauf qu'au jeu, gagne ta vie, ça veut dire que les autres, ils la perdent leur vie. Ce serait cool d'inventer un jeu un petit peu plus collaboratif, du jeu gagne ta vie. Bon, en plus, c'est pas fini, parce qu'après, il faut la réussir, sa vie, il faut avoir un projet de vie. Réussir sa vie, comment j'explique ça à mon gamin? Je sais même pas ce que c'est pour moi, déjà, réussir sa vie. Alors... Oui, ou alors comme dans les jeux de patience, quoi. Une réussite, on retourne les cartes, une après l'autre, sans rire, tranquille, il n'y a aucun enjeu. Non, c'est pas du tout ça. Dans la vraie vie, c'est... Il n'y a pas de mode d'emploi quoi, pour réussir sa vie. Enfin, ça dépend. Il y a le mode emploi. Le mode emploi capitaliste. Parce que l'emploi capitaliste, c'est toute petite, la plus petite possible partie du travail qui est rémunérée parce qu'elle met en valeur du capital. Elle génère du profit dans des propriétés privées lucratives. Sauf que c'est un peu compliqué à expliquer à un gamin, ça. Écoute, mon fils, plus tard, pour gagner la vie que je t'ai donnée gratos, il faudra bien que tu suives le mode d'emploi. Hein? À ployer sous le poids de l'emploi toute ta vie, longue vie à l'emploi, longue vie à toi. Il va se pendre direct. En même temps, j'aurais pu m'en douter un petit peu quand même, parce qu'on dit pôle emploi. On ne dit pas, je sais pas, pôle travail ou pôle cotisation sociale, pôle redistribution des richesses. Et il y a une autre chose, c'est que l'emploi, c'est quand même le comble pour une comédienne. Dans mon parcours professionnel, dans ma formation professionnelle, c'est pas que dans la mienne, hein, depuis maintenant pas loin de 100 ans quand même, ce qu'on appelle le théâtre d'art, a quand même remis en question la notion d'emploi au théâtre. L'emploi au théâtre, c'est quand vous allez devoir jouer systématiquement le même type de rôle parce qu'on veut les mêmes critères physiques, vocaux, dynamiques. Donc moi par exemple, je suis petite, je suis un petit peu costaud, j'ai une petite dynamique, bon, j'ai joué les servantes, toutes les bonnes, les niches, toutes les pièces possibles. C'est une vision assez figée de la société et du monde. C'est un peu comme si on disait « Ah bah toi t'es une femme, tu vas jouer que les putes, les mères et les secrétaires ». Bon, c'est encore un peu ça. Mais on remet aussi en question l'emploi à la vie. Enfin, pas l'emploi à vie, je veux dire au civil, quoi, sur scène et à la vie, au civil. Et parce qu'en fait, dans les travailleurs du secteur du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, ils ont mené des batailles pendant 100 ans, des grosses luttes pour essayer de ne pas crever la dalle, en fait. Il y a un sociologue qui s'appelle Mathieu Grégoire, qui a fait une thèse formidable. S'il y a des artistes ou des intermittents du spectacle instable, des techniciens, mais allez lire sa thèse, c'est hyper intéressant. Et qui raconte toutes ces luttes, aussi les grosses contradictions de ces luttes pendant 100 ans. Donc je la fais très courte, hein. Il y a d'abord eu le corporatisme. On a du mal à imaginer aujourd'hui, en fait chez les musiciens par exemple, c'était syndicalisation obligatoire. Si tu n'étais pas syndiqué, personne ne jouait avec toi. Et ça leur permettait de créer un rapport de force et de négocier avec les employeurs qui étaient les théâtres, on va dire, des moyens, des conditions à peu près décentes. Donc ils ont essayé de réguler le marché à peu près eux-mêmes. Ensuite, à partir de 1936, avec le salariat, etc., avec congés payés et tout, donc
Ils entrent, ils négocient des conventions collectives, ils négocient évidemment la protection sociale, au même titre que les autres salariés. Sauf qu'ils ont un petit... ça passe pas très bien parce que ils essayent de rentrer dans le plein emploi, sauf que quand on est en emploi discontinu, c'est très compliqué de rentrer dans le plein emploi. Donc il y a un truc qui marche pas très bien. Et à partir de 79 jusqu'à aujourd'hui, ils défendent ce qu'on a, enfin, la socialisation du salaire, mais massive. Et c'est ce qui a donné dans le Code du travail la naissance de ce drôle de truc qu'on appelle l'intermittence du spectacle. Mesdames et messieurs, elle est... Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est? Elle est libre. Elle est mobile. Elle est en formation permanente, malléable, créative. Du mal à se déshabiller. Elle est un être aux frontières du réel entre emploi et travail. C'est pas très gracieux. So sexy. Une créature qui vous répugne et qui vous fascine, j'ai nommé l'intermittence du spectacle. Merci de m'accueillir, je suis très touchée de rencontrer mon public, ça m'arrive pas si souvent en fait. Et alors j'ai prévenu Hélène que je ne vais pas pouvoir rester très longtemps, et c'est dommage, et parce qu'en fait aujourd'hui c'est mon anniversaire, et c'est pas l'anniversaire du jour que ma maman m'a donné naissance, non, non. C'est mon 12e anniversaire. Et parce que nous, l'intermittence du spectacle, on a 12 anniversaires. Donc je ne vais pas faire très long, et parce que j'ai quelqu'un d'important dans ma vie qui m'attend, et c'est mon ami Paul. Je crois qu'Hélène vous en a parlé, non? Alors, l'intermittence du spectacle, comment vous expliquer? C'est tout beau. L'intermittence du spectacle, c'est un numéro que j'ai imaginé comme ça dans les années 60s, enfin la fin des années 60s. C'était un tout petit numéro au début, hein, tu vois, c'était vraiment rien du tout. Et ça a eu beaucoup de succès. Génial. Sauf qu'avec ces succès, moi je me suis fait beaucoup des ennemis. Parce que, bon, déjà, il y avait les autres artistes, ils étaient très jaloux, hein, dans les pays d'à côté, où là, l'intermittence du spectacle, c'est la pète, ils étaient très jaloux. Mais surtout, tu vois, c'est ici dans ton pays, et la France, et je me suis mis tous les patronats sur le dos. Et non, ado. Oui, non, je sais pas, il a une sorte d'allergie avec moi, je sais pas, bon, peut-être que je suis trop olé. Du coup, il m'attaque sans arrêt. Alors j'ai pris des petits cours d'autodéfense avec Malou d'ailleurs. Et comme ça, quand il attaque un peu trop fort, moi, je le vise au portefeuille. En général, ça me calme tout de suite. Alors, l'intermittence du spectacle, c'est au numéro des contorsionnistes. Contorsionnistes entre les droits du travail et les droits de la protection sociale. C'est très simple. Hein. Alors, avec les droits du travail, j'ai inventé un petit truc. J'ai inventé le CDDO. Vous voyez? Le CDDO, c'est un petit truc, c'est les contrats à durée déterminée d'usage. Tu vois? Et ça, c'est le secret de la liberté. Hein. Et, alors, c'est très pratique parce que tu peux les renouveler autant de fois que tu veux. C'est no limit. Et ça, les patronats, ils adorent. Mais si tu fais que ça, hein, tu te retrouves dans les caniveaux. Attention, hein, ça ne suffit pas. Et à côté de ça, j'ai imaginé avec les droits de la protection sociale, si tu veux, quand je ne suis pas en représentation, que je ne fais pas mon numéro, tout ça, et je peux me retirer dans mes annexes 8 et 10 de l'assurance chômage. Ça, c'est génial. Si tu veux, c'est un endroit où, comment dire, je peux inventer d'autres numéros si je veux, je peux rencontrer mes copains, mes autres artistes, sinon, moi je fais ce que je veux, en fait, c'est ma vie. Et ça, c'est le petit secret de ma souplesse. Parce que tu vois, ça me donne un petit salaire.
et qui me permet de ne pas aller me prostituer sur le marché du travail. C'est pratique, non? Mais ça, le patronat, il n'aime pas du tout. Tu comprends? Parce que pour lui, je sais pas, je pense que la comédienne, pour lui, c'est encore cette espèce de représentation un peu ringarde, que c'est la cocotte, avec les fils à la patte, tu vois, c'est ce que je veux dire. Moi, je pense qu'il va s'habituer. Hein. Voilà. Donc, l'intermittent du spectacle, c'est ça, c'est ce petit numéro que j'ai toujours. Hein. Et bon, évidemment, ça t'a pas échappé, j'ai un petit peu des cheveux blancs. Et donc, voilà, c'est-à-dire que contorsionniste avec l'âge, ça commence à être un petit peu difficile. Mais bon, je ne me plains pas, j'ai eu une belle vie, j'en ai bien profité, c'était vraiment super. Et je pense qu'il va être là. Attends, non, je voulais partager quelque chose avec vous. C'est mes copains de... attends. C'est un petit morceau qu'ils m'ont fait pour mon anniversaire, pour mes 40 ans. C'est très charmant. Attends, parce que c'est la technique. Alors moi, la technique, tout ça, c'est pas l'intermittent, c'est pas toujours très technique chez les comédiens. Alors regarde, est-ce que ça marche? Ah oui, c'est génial. Oh, c'est génial. Ça marche. Attends, je bois un peu, je suis fatiguée. Si Paul il sent que j'ai trop parlé, après il va me dire que ça va. Attends, regarde. Ah bon, c'est encore un peu frais, hein, parce que c'est pas moi, c'est mes copains qui... Toi tu connais rien de ma vie, mais tu déclames en certitude des à peu près des inerties. Et jamais Personne n'est rude. Je me lève tôt, je suis pas toujours payé pour ça. Je passe par des hivers au chaud. J'ai refait la tequila. Moi j'ai jamais brisé de lui. Moi j'ai jamais fermé d'usine. J'ai pleuré pas des paradis. Je prends les gens à la mine. Coûte moins cher à l'UNEDIC que des plans de licenciement. Pour me c'est tellement plus logique de taper sur l'intermittent. Intermittent. C'est chaud de faire ça. Depuis que tu viens mauvais sur moi, À la télé, dans les journaux. dans les journaux. Je sais pas. Les gens me regardent de travers. Il y en a même pour un salaud. Pourtant, j'ai pas de compte en Suisse. Moi, je ne pas dans les ministères. Comment te dire, Je vois aux fils qui s'enrichit sur la misère. Je vous laisse écouter là-bas parce que moi, je vais retourner voir Paul. Et je dis, il y a Hélène qui doit finir sa conf, sinon on n'est pas sorti de la soirée, il y a autre chose après. Bye bye, et j'espère que ça va très bien. Autoproduction. Ceux qui ne connaissent pas, c'est le logo de Pôle emploi, mais version paillettes. Impertinente du spectacle. En fait, quand en 2013, juste avant que j'ai mon étude mandataire, j'ai dû faire mon renouvellement de dossier pour renouveler mes droits à l'intermittence du chômage. Et comme ça bloquait, du coup, je suis allée à l'agence pour demander ce qui se passait, parce que pendant que ça bloque, les indemnités ne tombent pas, donc on s'en rend vite compte. Et donc je vais à l'agence, j'explique, je dis voilà, j'ai déposé mon dossier, j'avais toutes les fiches de paye dedans, j'ai tout mis, je sais que j'ai fait bien plus que 507 heures, mais là il n'y a rien qui tombe, apparemment ça bloque, est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe? Et là j'ai l'employé qui me dit alors écoutez, c'est pas nous qui nous occupons de ça, vous voyez derrière vous là-bas, il y a un téléphone. Oui. Alors vous appelez la plateforme 3949 et c'est eux qui vont gérer votre problème. J'ai dit mais on est dans la NPE Ville d'Azir à l'époque était la NPE spectacle spécialisée à Paris. J'ai dit là je vous ai tout expliqué, vous ne pouvez pas regarder juste sur votre ordinateur en fait. Ah non, vous appelez le 3949.
Bon, pour passer un coup de fil, je suis rentrée chez moi, donc j'appelle le 3949, la plateforme. On n'appelle plus des conseillers, donc on appelle des plateformes. Et alors, il faut savoir qu'il y a une petite règle avec le 3949, je ne sais pas s'il y a des usagers du 3949, il y a une sorte de règle minimum de 3 qui s'instaure. Vous appelez une première fois, donc vous déclinez votre identité, etc. Et donc vous essayez le plus, comment dire, clairement possible d'expliquer votre situation que vous ne comprenez déjà pas vous-même. Et en face, vous avez une réaction, vous vous faites engueuler. Non mais enfin, laissez-nous faire notre travail, c'est très bien, attendez chez vous, vous n'allez pas vous mêler de ça, qu'est-ce que c'est que ces manières, oh. Vous dites, bah ouais, mais en même temps, moi ça tombe pas, donc j'ai quand même besoin de savoir ce qui se passe. Donc vous rappelez le 3949. Évidemment, vous ne tombez pas sur la même personne, sinon ça serait trop facile. Donc vous réexpliquez. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez vu votre collègue, enfin si vous étiez dans le même bureau, enfin je vais vous réexpliquer la situation, donc vous réexpliquez tout, vous essayez de donner plus de détails pour être plus convaincant que c'est important. Et sauf que ça coupe parce que l'appel est timé. Entre 10 et 15 minutes, je crois. Donc vous appelez une 3e fois. Et là, dans le meilleur des cas, vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah, vous avez un problème, il n'y a pas de problème, il suffit que je fasse clic et c'est réglé le problème. » Sauf que bon, là, cette fois-ci, la personne me dit « Non, il y a effectivement un petit problème, mais pas grave du tout, vous inquiétez pas. » Donc je suis tombée sur la gentille des 3, des fois ça va jusqu'à 5. Et elle me dit « Voilà, ce que vous faites, il y a une attestation employeur qui manque, on en a besoin, vous amenez votre original, et surtout quand vous arrivez dans l'agence, eh ben, vous faites une photocopie de cet original, vous demandez un tampon pour la certifier conforme. Il y a des photocopieuses dans l'agence, ne vous inquiétez pas. Et comme ça, si jamais il y a un autre souci derrière, au moins vous avez votre original, quoi. Enfin votre copie certifiée conforme. Pardon. Donc je dis, ah ok, d'accord, bah, super, merci beaucoup, ça fait plaisir, numéro 3, vous êtes toujours chouette. Et du coup, voilà, donc je retourne à l'agence Vite d'Azir. Et je vais pour faire ma photocopie, il y a un logo dessus, donc comme ça dit bien qu'on l'a fait chez Pôle emploi. Ah non, elle est en panne. Bon, alors du coup je refais la queue pour aller voir le petit conseiller qui dispatche en fonction de pourquoi vous venez. Donc je lui explique, je dis bah voilà j'ai appelé 3949, vous savez, la photocopieuse, le tampon, parce que l'original, le dossier, le renouvellement. Est-ce que vous pouvez me faire la copie et le coup de tampon? Comme ça c'est réglé. Et là, le petit employé, enfin, il n'était pas si que ça, il me dit ah non, je suis pas obligée de faire ça. Bah, comment ça, je suis pas obligée de faire ça? Il dit non, je suis pas obligée, et puis en plus, moi je veux pas prendre cette responsabilité. Je dis mais je vous demande juste une copie avec un tampon pour attester que je vous ai remis mon original. Et il n'y a pas de responsabilité là-dedans. Alors écoutez, madame, je ne vous ferai pas cette copie et ce coup de tampon. Je dis mais je vais quand même pas aller dans une autre agence pour avoir une copie et un coup de tampon, on marche sur la tête. Madame, calmez-vous, je suis déjà bien gentille de m'occuper de vous. Donc, s'il vous plaît, vous me laissez faire mon travail. Au suivant! J'ai peut-être l'air comme ça un peu énergique, mais moi je fais jamais de scandale, tu vois. Et là... Ah, vous restez là, moi. J'ai commencé au suivant. Mais j'ai pas fini, monsieur. Hein. J'ai pas fini. Si je suis là, c'est parce que je travaille. Je travaille. Et si vous êtes là, c'est parce que vous travaillez. On est juste deux personnes qui travaillons. Hein. Il n'y a pas madame qui travaille et monsieur qui travaille là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, la bien gentille? Rome, unique objet de mon ressentiment. Rome, qui ton bras vient d'immoler mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin que je hais, parce qu'elle t'honore. C'est un gros scandale. Je suis repartie de... Je trouve un autre moyen. En fait, ça c'est un peu notre quotidien. Il faut bien comprendre que les chômeurs et donc les intermittents du spectacle, on a affaire à Pôle emploi tous les mois au minimum. Ce rapport... C'est-à-dire que le jeune homme, pendant qu'il fait le mariole, moi j'ai mes allocations qui sont coupées. Et qui sont coupées déjà depuis un moment. Donc je suis impactée immédiatement dans ma vie. Lui, il dit l'autre jour, j'ai vu une petite nana, je lui dis suivant. C'est systématique, c'est une violence
C'est une violence institutionnelle, quoi. Il y a des radiations aléatoires, des convocations à des rendez-vous. Si vous ne venez pas, vous êtes radié. Si vous venez, on vous dit oui, merci d'être venu, vous pouvez repartir. Pourquoi je suis venue alors? C'était juste pour voir si vous allez venir. J'ai vraiment que ça à foutre, hein, ça c'est sûr. Il y a une espèce de, pour le coup, de lien de subordination bien assumé où on te dit ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, où tu dois le faire. Et alors, un putain de contrôle et putain de sanctions. Sauf que ça, plus le relais médiatique dépréciatif sur les intermittents du spectacle, au bout d'un moment, ça pénètre ton cerveau, ça pénètre ta chair. Tu finis par y croire, en fait. Tu finis par y croire que t'es pas légitime, que t'es un privilégié, que t'as fraudé, probablement sans le savoir. C'est comme la crainte du policier. Ah merde, mon flic, j'ai dû faire une connerie. Non, t'as rien fait, en fait. Ça te bouffe de l'intérieur, ça t'abîme, quoi. Ça t'abîme vraiment. Et puis t'es tout seul quand t'es là devant monsieur machin. T'es tout seul, t'es paumé, quoi. T'as déjà du mal à joindre les deux bouts. Là, moi, ce qui m'a aidé, c'est les syndicats. Vraiment. Syndicat français des artistes, SFA, la CIP, coordination des intermittents et précaires. Parce que, en fait, donc, ils m'ont expliqué que j'étais pas toute seule à subir ça, qu'on était mais des milliers, que c'était même limite la majorité à subir ça. C'est organisé, c'est un choix, c'est volontaire, c'est politique, c'est une idéologie, c'est une violence idéologique. C'est une violence de domination, c'est une violence de rapport de classe. Et c'est aussi eux qui m'ont vraiment permis de me dépatouiller de cette étude mandataire. Parce que cette étude mandataire, en fait, c'est un traquenard, en fait. C'est un piège. Moi, j'ai reçu une lettre, on ne disait pas, on m'expliquait rien, on me disait veuillez nous fournir tel document, tel document, tel document. C'était que des documents administratifs, en l'occurrence essentiellement de ma compagnie, que j'ai avec Clémence et Céline. Et j'étais là, genre, bon, j'avais déjà un peu de métier, hein, j'étais genre, oh là là, j'ai jamais reçu ça, ça pue. Donc j'ai été voir les syndicats, c'est eux qui m'ont expliqué. Ils m'ont dit ça, c'est une étude mandataire, c'est une démarche antifraude, il faut que tu prouves ils veulent que tu prouves ton lien de subordination. Et j'étais là, mais comment je prouve mieux mon lien de subordination qu'en leur envoyant tous les mois mes fiches de paye et mes contrats? Ils savent déjà tout ce que j'ai fait par le détail depuis 15 ans. Et ma situation n'a pas changé, quoi. Donc je commence à me renseigner, parce qu'en plus, j'y connaissais rien. Et je découvre que dans le Code du travail, figurez-vous que notamment les artistes et les techniciens du spectacle vivant, les intermittents du spectacle, donc on a la présomption de salariat. C'est-à-dire qu'on est présumé salarié, on est présumé subordonné, sans que soient nécessaires les critères stricts de subordination. Je suis bien contente de le découvrir, merci Mathieu de Grégoire, le sociologue. En même temps, je me disais, mais on marche sur la tête, ils le savent. À l'époque, Pôle emploi spectacle, ils s'occupent des intermittents du spectacle, ils savent bien qu'on est présumé innocent. Ah, c'était un beau lapsus, ça. Ah, moi je me dis c'est une démarche antifraude, donc bon d'accord, il y avait tout le barouf sur les permittents, les permanents payés sous le régime de l'intermittence, qui profitent surtout aux gros groupes audiovisuels, publics comme privés. Hein. Bon, déjà, vu moi dans les réseaux dans lesquels je suis, j'ai gagné à peine 1 700 € par mois. Je suis en dessous du salaire médian français, qui est cumulé entre des salaires à 650 € et à peu près le double de chômage. Donc vous voyez, on ne parle pas de... Hein, voilà. Je ne comprenais pas, je ne suis pas intermittente, ça ne tenait pas debout, quoi. Puis en plus même, les permittents, c'est anecdotique. Comparé à la fraude aux cotisations des employeurs dans le monde général du spectacle, c'est anecdotique. Et donc là, le SFA m'explique, il dit non, mais en fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est un faisceau de preuves pour te désigner salarié qui s'emploie elle-même, et là, ils peuvent commencer à entamer des démarches contre toi.
Si tu as le droit de signature du chéquier de ta compagnie, une délégation de signature, c'est pas illégal, hein, c'est légal. Mais si c'est cumulé au fait que ton association, elle est domiciliée à ton propre domicile, ce n'est pas illégal non plus, voilà. Mais encore cumulé au fait que dans le bureau, donc les personnes qui représentent la structure, qui sont responsables juridiquement de la structure, il y a un lien de parenté. Alors là, ça fait un faisceau de preuves et Pôle emploi peut commencer à entamer des démarches juridiques contre toi, à t'exclure de l'assurance chômage et à te demander de rembourser toutes tes indemnités précédentes. Bon, moi, c'était effectivement ma mère qui est au bureau, qui était à l'époque au bureau de l'association de la compagnie Miette de Margoulin. Elle était depuis la création, hein, ça n'avait jamais changé. C'est les politiques de lutte contre le chômage et surtout contre les chômeurs qui avaient changé. Parce que, en fait, ça ne change rien. On est des salariés employeurs. C'est-à-dire que dans le réseau du spectacle vivant, les compagnies, les petites compagnies de théâtre, très souvent, eh ben, c'est comme nous, là, les Miette de Margoulin. Nous, au départ, on était un trio vocal burlesque. Donc on chante a cappella, donc sans accompagnement musical. On a des personnages proches du clown. Et on jouait dans les bars au début. On jouait dans les bars, donc on passait le chapeau, c'est-à-dire concrètement on faisait la manche. Petit à petit, on a gardé l'argent, on s'est payé nos micros qui nous ont duré 15 ans, c'est pas ceux-là, ils sont dead déjà. Et on a commencé à avoir des lieux plus officiels, enfin à être achetés en fait pour être plus concret. Et donc il a fallu une structure. Donc on a créé une structure juridique qui nous permettait en fait de nous payer quand on jouait, entre autres. Et donc pour monter cette structure, on a dit les copains, papa, maman, quelqu'un qu'on connaît bien, vous pouvez faire le bureau. Parce que le principe de cette association, c'est pas forcément d'avoir des adhérents, c'est juste de permettre l'activité, notre activité en fait. Et nous, dans notre structure, après, on fait tout. On fait tout. Quand on veut monter un spectacle, en fait, c'est nous qui le montons, c'est nous qui le jouons. Et donc, quelque part, on s'emploie nous-mêmes. Mais on ne fait même pas que ça, de s'employer nous-mêmes. Parce qu'une association, loi 1901 pour compagnie de théâtre, donc il y a un bureau, d'accord, et il y a une licence d'entrepreneur du spectacle, donc en plus on est entrepreneur, et on est dans l'activité de production de spectacle vivant. Donc en plus on est producteur. En fait on cumule tout nous. On est indépendant, salarié, chômeur, entrepreneur, producteur. On cumule tout et on n'est rien de tout ça. C'est une zone grise, en fait, du Code du travail. On est donc salarié employeur et salarié chômeur. Parce que quand on réunit nos 507 heures, qu'on a galéré, et il y a beaucoup, il faut savoir, beaucoup d'intermittents du spectacle qui ne passent pas la barrière fatidique des 507 heures, qui restent dans la précarité, ou qui passent, qui reviennent, c'est un enfer. Mais une fois que tu arrives à passer ça à peu près, là, pendant un an, tu es salarié chômeur. Tu es un travailleur chômeur, en même temps. Et pendant un an, tu as un salaire continué. Tu as un salaire au-delà de l'emploi. C'est-à-dire que les jours où tu travailles, bah, tu as ton salaire d'employé. Les jours où tu es en emploi, pardon, tu as un salaire d'employé. Et les jours où tu n'es pas en emploi, tu as ton salaire de complément qui est assuré par les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage de ce secteur. Et qui te verse un salaire de complément sous forme d'indemnité chômage. Donc vous pensez bien qu'une fois que vous arrivez à ces 507 heures, vous avez un champ de liberté qui s'ouvre devant vous, parce que vous êtes salarié continuellement comme un fonctionnaire, que vous soyez en emploi ou pas. Et là, vous pouvez commencer à travailler et à payer pour votre travail. C'est-à-dire qu'un intermittent du spectacle, en fait, il peut rester chômeur toute sa vie. Et évidemment, c'est un outil formidable. C'est l'outil qui lui permet de travailler. Pas d'être employé, de travailler. De travailler à ce qui lui semble important, collectivement avec d'autres. Il ne veut pas, comme on dit, l'allocation s'appelle quand même l'allocation de retour à l'emploi. Nous, on ne va pas retourner à l'emploi. On veut encore moins retourner au plein emploi, au plein d'employeurs, ou alors nous-mêmes, ou les gens avec qui on travaille, les compagnies avec qui on travaille. Parce que plein d'employeurs, c'est plein de subordination, il n'y a plus aucun espace pour travailler, payer. Il n'y a que de l'emploi. Une petite chose.
Je ne veux pas être employé, je ne veux pas être subordonné, je veux seulement être payé pour tout mon travail. Et le pire en plus, c'est que on le fait pour nous, mais en fait on le défend aussi pour les autres. Alors là, ça commence à faire des vagues. Parce que en fait, ce principe de l'intermittence du spectacle, c'est la protection sociale de l'emploi discontinu. Mais il n'y a pas que nous qui sommes dans l'emploi discontinu. Loin de là. Et pourquoi les CDD en contrat court qui sont pourquoi les gens qui sont intérimaires, pourquoi ils n'auraient pas accès à ce système d'intermittence de l'emploi du coup? Ah oui, la protection sociale, c'est ça, c'est donner un moyen d'existence hors emploi. Donc, génial. Bon, évidemment, ça va un petit peu à l'encontre des réformes, notamment la réforme chômage, qui vient en partie de les passer, qui précarise complètement les intermittents de l'emploi. Nous, on est contents, entre guillemets, parce qu'on a réussi, là, pendant le confinement, avec les syndicats, à obtenir que notre protection sociale dure jusqu'à août. Là, c'est ce qu'on appelle l'année blanche. Mais on ne demandait pas que ça, puis c'est imparfait. Les femmes qui sont en congé mat, elles ne peuvent pas avoir l'année blanche. On ne leur prolonge pas leur protection sociale. Comme par hasard, madame, retournez chez votre mari ou chez votre papa. Oui, donc pour les intermittents de l'emploi. J'ai un petit peu lent là, hein. Vous sentez, ça fait Je vais boire. Je vais revenir. Pour le moment du spectacle, on a un moment comme ça où on boit. On dit ça, c'est le moment où on boit. C'est pas beau. Est-ce que ça me revient? J'en étais où? Intermittent pour tout le monde, intermittence de l'emploi. Ah bah oui, non, bah oui, la réforme chômage, c'est fait des vagues. Et évidemment, le premier truc qu'on nous dit, mais vous n'y pensez pas, vous marchez sur la tête. L'intermittence pour tout le monde, mais ça coûterait beaucoup trop cher, on ne peut pas financer ça. Mais c'est qui paye? C'est la Sécu, c'est le principe de la Sécu, c'est le même principe. Il faut savoir que, donc je vous ai dit, depuis 1979, on est en socialisation massive. Mais c'est pas anodin quand on dit socialisation massive. Les intermittents du spectacle, pour le chômage, ils cotisent 11,45%. C'est-à-dire 1/10 des cotisations qui font partie du coût de leur travail. 1/10, dans le régime général, c'était 6,05%. C'est-à-dire qu'on cotisait le double. Donc quand je parle de socialisation massive, c'est vraiment une socialisation massive. L'idée, c'est de doubler les cotisations sociales. Bon, sauf que la réforme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a carrément supprimées. C'est-à-dire le régime général, on ne cotise plus au chômage, et nous, les intermittents du spectacle, on cotise encore, avec les monégasques et les expatriés. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est très bizarre. Et par contre, la cotisation, elle est descendue à 4,05%. Après, on va nous dire, les intermittents du spectacle, d'ailleurs c'est ce qu'on nous dit direct, les intermittents du spectacle, ils créent un déficit. Bon, ça, c'est un deuxième gros fake, le déficit. C'est la même chose. C'est-à-dire que déjà, les intermittents du spectacle, c'est des chômeurs. Donc ils n'ont pas une caisse à eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des chômeurs. Donc ils ont une caisse chômage. Et jusqu'à preuve du contraire, si le chômage était financé par les chômeurs, en fait la caisse elle serait vide depuis le début. C'est-à-dire qu'elle est financée par les gens qui sont en emploi, et particulièrement en emploi stable. Donc par les personnes qui sont en CDI. 95% des salariés. Donc ça ne tient pas. Bon, et après l'histoire du déficit, rien qu'en 2016, pareil, la balance était bénéficiaire de plus d'1 milliard d'euros. Et c'est d'ailleurs Michel Sapin, le ministre de l'économie, je ne sais plus quelle année, je suis en date, oui, vous savez l'année, on s'en fout, d'accord, qui disait, mais en fait, si l'UNEDIC, donc c'est la caisse chômage, est déficitaire, c'est parce que l'État ponctionne sur la caisse pour financer la gestion et l'administration de Pôle emploi, l'administration d'État. Et sauf qu'on leur dit, donc il n'y a plus assez en fait pour payer les indemnités des chômeurs. Donc en fait il faut aller s'endetter de nouveau sur le marché financier, blablabla, blablabla, blablabla. Bon appétit, messieurs! Oh, ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre manière de servir, serviteurs qui pillaient la maison. Grandiloquent. Alors, après vient
l'opinion publique bien influencée qui dit « Ouais, mais ils sont payés à rien foutre, les intermittents !» C'est vrai. Bien sûr. Pendant le Covid, là, pendant le confinement, donc le secteur, pas que le nôtre, hein, mais le secteur culturel est mis à l'arrêt. Il reprend tout juste péniblement et encore. Donc évidemment, moi je me retrouve, j'ai 15 dates qui sont annulées, une résidence de 15 jours, un concert, je me retrouve sans emploi, mais pas sans revenu. Moi j'ai mon salaire de complément d'intermittent du spectacle qui tombe tous les jours. Comme mon compagnon, puisque lui il est fonctionnaire, donc c'est pareil, c'est un principe de protection qui va au-delà de l'emploi. Son salaire il tombe. Bon, comme mes parents qui sont à la retraite, leur salaire il tombe. Donc pendant le confinement, j'étais payée. À rien foutre. 2 mois presque, c'est quoi, 2 mois et demi on a passé, 3 mois confinés entre 4 murs avec 2 enfants. Autant vous dire qu'on en a eu du boulot. Hein. Boulot domestique, boulot familial, boulot parental, boulot pédagogique. Et puis pendant ce temps, moi je continuais à m'occuper de ma compagnie pour parler que de moi. Donc boulot administratif, garder le contact, voir ce qui se passe avec le réseau professionnel, avec les programmateurs. Et puis pendant ce temps, j'avais une putain de conf à préparer, un travail de création qui m'a demandé de faire un boulot de recherche sociologique, économique, qui m'a demandé de faire aussi, j'étais dans un travail syndical. Donc oui, et puis dernière chose, forcément avec le mode de vie avec Julien, on n'a pas l'habitude de vivre ensemble en fait. Sauf que ça s'est bien passé, c'est qu'on a fait un gros travail relationnel, mais un gros travail émotionnel. Et puis aussi un travail... Donc du travail, il y en a. En fait, on n'est pas... C'est pas qu'on est payé à rien foutre, c'est que tout d'un coup, nos situations reconnaissent notre travail. Ne dis pas ce qui a de la valeur, c'est que l'emploi. Dis ce qui a de la valeur, c'est tout le travail, toute l'activité humaine. S'il n'y avait pas le monde associatif bénévole, mais la société, elle s'écroulerait. Ils travaillent. S'il n'y avait pas les retraités, la société, elle s'écroulerait. On irait bosser si on ne pouvait pas filer nos gamins, nos parents, entre autres. Ils ont Et sortir de l'emploi, ça ne veut pas dire arrêter de travailler. Sortir de l'emploi, ça veut dire sortir du capitalisme. Ça n'a rien à voir. Personne parle d'arrêter de travailler. Oui, mais... Oui, mais... C'est pas possible. C'est pas possible. Si c'est possible, et c'est possible surtout d'aller plus loin. C'est-à-dire que c'est la proposition, et je ne peux pas ne pas vous parler de Bernard Friot, socio-économiste et de Réseau Salariat, hein, qui eux vont plus loin. Leur proposition, c'est ça, et elle est hyper simple. Alors, elle est super bien résumée par Lordon, qui dit c'est organiser la sécurité, la garantie de la sécurité économique pour tous. Ça, sa formulation, je la trouve très claire. Parce que, par contre, il faut quand même que je vous dise que les bouquins Friot, c'est indiscutable. J'ai rien. En interview, en conférence, ça va à peu près. Mais voilà. Et en fait, sa proposition, elle est hyper simple. Il dit sécurité, donc garantie la sécurité économique par tous, par le salaire à vie et la cotisation sociale. Comment il fait ça? Il généralise le principe de protection sociale. Et c'est-à-dire qu'il prend 100% de la richesse produite par le travail et qu'il l'attribue à la cotisation sociale et au salaire à vie pour tous, à partir de 18 ans. Et dans la cotisation sociale, il garde les tronçons, les indemnités et tout ce qu'on connaît, et il augmente la part d'investissement à la production. Sa proposition, c'est de sortir évidemment du capitalisme et de récupérer la propriété d'usage des moyens de production. Et pour ça, il imagine une généralisation de la sécurité sociale créditée sur une sorte de carte vitale où vous avez un crédit pour le logement, enfin vous avez des versements, chacun une somme pour le logement, la nourriture, l'eau, l'énergie, l'alimentation, tout ce qui vous donne les moyens d'exister en dehors de l'emploi pendant que vous travaillez. Et il y a une incitation, c'est-à-dire que cette carte vitale, en gros, va être possible pour les travailleurs
qui sont propriétaires d'usage de leur outil de travail. Donc ils sortent de la propriété lucrative. C'est très simple. En gros, c'est... Puis moi, ça rejoint ce que je retrouve dans le théâtre, c'est-à-dire construire ensemble une aventure humaine, artistique dans le théâtre, sociale à côté, qu'on décide nous-mêmes. Après, évidemment, il y a les biens communs. On passe vraiment du paradigme de la richesse pour l'emploi et le profit au paradigme, de la richesse, de la valeur, travail et bien commun. Ah oui, mais si les femmes travaillent, qu'est-ce qui va s'occuper des gamins? Ben, si tu réfléchis un petit peu, en fait, on va juste répartir le travail qui est indispensable, et puis on va le valoriser, puis tout va bien se passer. Oui, mais si les ouvriers sont installés à la ville, ils vont plus travailler. Ben, c'est comme, voilà, ça veut dire qu'ils font des métiers indispensables, qu'il faut qu'on se répartisse ces tâches, et qu'on les valorise, et ça va super bien se passer, en fait. C'est comme dans une famille, hein, tout le monde met la main à la pâte, dans les familles ça marche, pourquoi ça ne marcherait pas au niveau de la société? Ça ne marche pas dans toutes les familles, je vous l'accorde. Donc voilà, donc évidemment, tout ça, ça veut dire Faire évoluer le modèle patriarcal de la famille et faire sortir du modèle capitaliste du travail. Et ça n'a pas dans le sens des puissants. Sauf qu'ils ne peuvent pas nous dire oui, mais ça, c'est pas possible, il n'y a pas d'alternative. Parce qu'elles existent déjà. La sécurité sociale, elle existe. Le modèle de l'intermittence du spectacle et de la protection sociale de l'emploi discontinu, il existe. Il faut juste le défendre, le développer et le généraliser. Messieurs, dames, vous venez d'assister à un 3e accouchement. Politique, cette fois-ci. La gestation est un petit peu plus longue. Comme vous vous en doutez, l'heureux papa, c'est Paul. Julien a eu du flair d'être un peu jaloux. Et grâce à lui et à cette étude mandataire, ça m'a permis de faire connaissance avec cette grande et vieille dame maintenant qui est la sécurité sociale, dont je veux dire que je suis tombée assez amoureuse. J'aimerais bien être une mère et une grand-mère qui lui ressemblent. Et puis ça m'a permis aussi de comprendre ce que c'est que l'intermittence du spectacle et où j'étais. Et de comprendre aussi que ce n'était pas complètement un hasard. Moi, je suis une fille de la génération 68. Je suis née dans une famille nombreuse. C'est malin, la partition. Et comme par hasard, mon métier, j'ai choisi un métier qui m'a emmenée vers une petite plage de sable pas encore privatisée. Où j'ai trouvé, je me suis bidouillée comme ça, une vie modeste, mais sans trop de subordination, sans trop d'hierarchie, et avec un maximum de liberté dans mes choix de production. Alors, j'aimerais bien juste, pour terminer, vous allez voir, il y a 3 fins, c'est mon défaut. Pour terminer, j'aimerais bien juste, parce que en fait, dans mes autres accouchements, on m'a jamais proposé de couper le cordon. On a toujours proposé au papa, ou proposé à personne, comme si pour la mère, c'était pas une option. Et moi, en fait, je pense que pour la mère, c'est plus qu'une option. C'est-à-dire que c'est comme si la femme et la mère, elle n'avait pas le droit de prendre son autonomie, de donner l'autonomie. Elle n'avait pas le droit de se libérer de la subordination, de toutes les subordinations, patriarcales, capitalistes, tout ce que vous voulez. Donc, en fait, j'ai envie de vous donner un petit rôle. Vous allez voir, c'est très simple. Vous voulez bien jouer avec moi? Ouais. Alors, je vous donne votre texte, vous répétez après moi. Soyez un peu... Madame, votre bébé est en très bonne santé. Votre bébé est en très bonne santé. Voulez-vous couper le cordon? Voulez-vous couper le cordon? Ah oui. Je déclare le cordon de la subordination coupé. Et en guise de faire part, j'ai une petite réponse à Pôle emploi. Faire part de naissance, bien sûr. Mon très cher Paul,
J'ai bien reçu ta lettre et je te remercie du fond du cœur. Grâce à toi, j'ai pris pleinement conscience d'où je viens, des besoins qui m'ont amené là où je suis et des valeurs que je veux défendre demain. Je passe rapidement sur ton attitude paternaliste infantilisante, ton chantage à l'emploi, ta condescendance, ton mépris de classe permanent et ce rapport de subordination sans cesse réaffirmé que tu instaures dans nos relations. Mais quelle indéfectible mauvaise foi dans tes accusations. Toi qui siphonnes éhontément la caisse de cotisation chômage et qui te permet de faire de la spéculation avec cet argent. Toi qui fais croire que la protection sociale est un surcoût, pire, une dette dont les bénéficiaires seraient responsables. Dois-je te rappeler que la protection sociale est un droit fondamental des citoyens, porté par la Constitution? Dois-je te rappeler que ce sont ces mêmes citoyens qui t'ont créé, que ta mission est de les protéger, non de les écraser? Dois-je te rappeler que si tu existes, c'est grâce à la part prélevée sur les richesses produites par ces travailleurs, et que cet argent n'est pas destiné à être stocké, mais immédiatement redistribué à ceux qui en ont besoin? Dois-je te rappeler enfin que ce sont ces mêmes travailleurs qui, à maintes reprises, ont proposé de créer un fonds de réserve avec les excédents de l'UNEDIC, et qu'à chaque fois, avec tes petits copains du MEDEF, tu as préféré baisser les taux de cotisation et recourir à l'endettement? Et d'ailleurs, de quel droit endettes-tu la caisse chômage? De quel droit transformes-tu les cotisations en recettes fiscales? De quel droit fais-tu payer aux contribuables ce qui doit être payé par l'employeur? Bref, de quel droit transformes-tu la sécurité sociale en peau de chagrin misérabiliste de l'assistance publique? Je me joins au GACDAC, le groupe d'audit citoyen de la dette de l'assurance chômage, qui conclut son rapport 2018 en disant qu'une dette contractée par un État ou un organisme agissant par délégation de celui-ci et qui ne sert pas l'intérêt de la collectivité, mais celui d'une petite partie de celle-ci, doit être déclarée illégitime et ne pas être payée. L'État et tout organisme à qui il délègue son pouvoir a l'obligation de respecter les droits humains, de les protéger et de les promouvoir. Dans ce sens, annuler la dette de l'assurance chômage, au motif qu'elle résulte d'un choix politique qui favorise les employeurs en gelant les taux de cotisation, et les créanciers qui s'enrichissent au profit d'un système censé aider les chômeurs, annuler cette dette est parfaitement légitime. Le droit international et la résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU du 23 septembre 1999 le confirmaient déjà. Mon très cher Paul, comme tu vois, loin de m'assommer, ta lettre m'a profondément réveillée. À mon tour, j'espère de tout mon cœur que tu sauras quitter ton costume de petit gestionnaire capitaliste, imbu de son pouvoir, et que tu sauras revenir à ta mission première de service public. À mon tour, j'espère que tu auras l'humilité de rester à ta place de représentant de l'État, et que tu rendras son autonomie et son autogestion à l'UNEDIC et à la sécurité sociale, qui ont été pensés par et pour les travailleurs, sur le modèle du sou du linceul, les ouvriers du 19e siècle, pour offrir un suaire aux cadavres de leurs camarades morts et jetés à la fosse commune sans autre forme de cérémonie. C'est enfin avec une joie pleine de rage que je t'insuffle l'esprit qui anime les intermittents du spectacle, à savoir l'autonomie collective et autogérée dans le travail, le salaire continué pour tous et la défense du bien commun. Le cœur gonflé d'espoir, Hélène, une femme, mère, intermittente du spectacle.
Ça creuse, non? Et ensuite, il y a Julien qui présente sa conférence à 21h, je crois. Julien, c'est le papa? Non, c'est un autre Julien. Merci beaucoup, et puis Coralie, je me sers de ça un tout petit peu, et puis après je parle avec vous. T'enlèves pas ton t-shirt. On va te en photo derrière. Attends. On voit quelque chose? La mannequin. On voit pas bien le rouge.